Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus pour ce webinaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Ce webinaire est organisé en partenariat avec le cabinet BL Evolution, qui est un cabinet de conseil en transition écologique. Ce webinaire s'inscrit dans le programme des animations économiques de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et il s'inscrit également dans le programme d'action de la GPSO en faveur de la transition écologique. La communauté urbaine est en effet engagée depuis plusieurs années dans la transition écologique avec notamment d'une part l'adoption du plan climat, air, énergie territorial qui a été adopté donc en 2020 et l'approbation de la feuille de route économie circulaire en 2023. Donc voilà, par rapport aux bonnes règles de fonctionnement pour que ce webinaire se déroule dans les meilleures conditions, nous vous informons que ce webinaire sera d'une part enregistré et sera disponible en replay sur notre site internet. Vous avez la possibilité de poser vos questions par l'intermédiaire du chat qui est à disposition via l'outil Teams. Donc vous allez voir dans l'interface webinaire Teams qu'il y a un chat à disposition. Donc pardon, vous pouvez poser vos questions via cet outil. Et vous pourrez également intervenir en fin de webinaire pour poser vos questions oralement à Madame Poutrin, qui est notre intervenante sur ce webinaire. Pour intervenir directement, il vous suffira de lever la main avec le petit icône main levée que vous voyez également dans les fonctionnalités. Et pour une présentation optimale, il est nécessaire que vos micros soient désactivés et ils seront activés bien évidemment lors de votre prise de parole en fin de webinaire. Enfin, je vous informe que le support de présentation ainsi que tous les liens et documents ressources vous seront transmis à l'issue de ce webinaire via un mail de suivi, donc il sera adressé à tous les participants. Et pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous solliciter sur notre adresse mail générique deveco@gpseo.fr. Voilà, sans plus tarder, je donne la parole à Mélissa Poutrin, qui est consultante en économie circulaire pour le cabinet BL Evolution et qui va animer ce webinaire. Bon webinaire à toutes et tous. Merci beaucoup, Grégory. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Mélissa Poutrin, je suis consultante économie circulaire au sein du cabinet BL Evolution, qui est un cabinet de conseil en transition écologique, qui est une coopérative et qui accompagne donc aussi bien les acteurs publics que les entreprises dans leur transition écologique, que ce soit sur les sujets liés au climat, à la RSE, à la biodiversité, à la sobriété numérique ou à l'économie circulaire, qui est donc le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, peut-être pour commencer, un petit rappel de ce qu'est l'économie circulaire, puisque c'est une notion qui peut être relativement récente. Généralement, quand on parle d'économie circulaire, on l'oppose en fait à l'économie dans laquelle nous vivons actuellement, qui est donc l'économie linéaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va extraire des matières premières qui vont être transformées, vendues. On va ensuite consommer donc, le bien qui a été acheté et on va jeter ce produit une fois qu'on n'en aura plus besoin. Donc, vous voyez qu'on est vraiment sur un système linéaire qui va d'un point A à un point B. Et une fois qu'on va jeter, du coup, qu'on n'aura plus besoin de cet objet, typiquement, on va perdre toutes les matières premières et les ressources qui ont été utilisées. Ce modèle économique présente aujourd'hui un certain nombre de limites, notamment beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre qui contribuent donc au changement climatique et puis aussi d'autres impacts environnementaux qu'on connaît, par exemple en matière d'érosion de la biodiversité. Donc, pour répondre à ce modèle économique qui est dit linéaire, on va parler donc d'économie circulaire. L'objectif de l'économie circulaire, comme vous pouvez le voir sur cette représentation, c'est de ne plus extraire de matières premières et de ne plus jeter de produits. L'objectif, c'est vraiment de réutiliser les matières et les produits qui sont déjà disponibles. Donc pour ça, on va mettre en place ce qu'on appelle des boucles. Vous voyez ici qu'on est vraiment dans un système où on va donc utiliser de nouveau la matière déjà disponible. Et donc, on va avoir différentes boucles. Une première qui est liée donc à la réparation, réparer donc ce qui est abîmé. On peut ensuite réutiliser les biens de manière générale, donc faire en sorte par exemple que d'autres personnes bénéficient d'un produit qu'on a déjà pu utiliser. On peut aussi reconditionner les produits, c'est-à-dire qu'ils vont repartir en usine, être démontés, on va changer les pièces détachées et ensuite le produit sera de nouveau vendu sous garantie. Et en fin de compte, un autre modèle qui est aussi intéressant dans l'économie circulaire, c'est bien sûr le recyclage.
qui permet donc de récupérer une partie de la matière première, mais pas en intégralité, puisque, comme vous le savez, toutes les matières ne se recyclent pas à l'identique. C'est le cas pour le verre, mais il y a beaucoup de matières aujourd'hui qu'on n'arrive pas à réutiliser pour les mêmes produits que ce pourquoi on a extrait les matières premières à l'origine. Donc voilà un petit aperçu de l'économie circulaire et des modèles économiques, des modèles de production et de consommation durable que ce système propose. Quel est l'intérêt de l'économie circulaire pour les entreprises? Finalement, il y en a un certain nombre. Le premier, ça va être la résilience. On l'a vu, l'objectif de l'économie circulaire, c'est de réutiliser des matières déjà disponibles ou alors éventuellement voilà, de réutiliser, d'avoir recours par exemple à des matériaux recyclés également. Donc on va pouvoir réduire en fait la dépendance à l'extraction de matières premières et réduire la dépendance à l'importation de matières premières qui aujourd'hui peuvent connaître des prix assez volatiles et on voit aujourd'hui une raréfaction des ressources. Donc justement, l'économie circulaire permet de sécuriser ces approvisionnements avec des approvisionnements plus locaux, plus durables et plus disponibles. Un autre intérêt de l'économie circulaire va être l'innovation pour les entreprises. On l'a évoqué juste avant, l'économie circulaire s'appuie vraiment sur de nouveaux modèles de conception, de nouvelles méthodes de conception, ce qui fait qu'en interne dans les entreprises, les équipes de développement vont être amenées à essayer de travailler un petit peu différemment. La collaboration va se développer à la fois en interne, mais aussi avec d'autres partenaires. Et puis, on va finalement créer plus de valeur, et notamment pour ses clients puisqu'on va éventuellement aller vers plus de coopération, plus de co-construction et plus de services aussi qui peuvent être proposés aux clients. Donc, on est vraiment dans une démarche d'innovation et de faire évoluer les méthodes de conception. Et enfin, bien sûr, l'économie circulaire, c'est aussi un atout en termes d'image qui est d'autant plus importante à l'heure où les nouvelles générations souhaitent de plus en plus travailler pour des entreprises qui sont engagées en travaillant sur l'économie circulaire, vous pouvez afficher une image plus moderne, plus durable et engagée. L'économie circulaire, on peut donc aussi la matérialiser au travers de 7 piliers qui ont été formalisés par l'économie circulaire et c'est ce qui va permettre de donner un petit peu une grille de lecture de ce qu'on peut faire très concrètement quand on est une entreprise, voire une collectivité, en matière d'économie circulaire. On va pouvoir travailler sur les achats responsables, sur les approvisionnements. On va pouvoir travailler sur l'éco-conception de ces produits ou de ces services, sur l'économie de la fonctionnalité, qui consiste à vendre un usage plutôt que de vendre un produit. On peut aussi s'engager en tant qu'entreprise dans une logique d'écologie industrielle et territoriale, qui va faire que les ressources des uns vont devenir, enfin les déchets des uns vont devenir les ressources des autres sur un même territoire. Et puis d'autres piliers correspondent un peu plus à ce que peuvent faire les habitants, les citoyens, notamment la consommation responsable, consommer plus local et consommer des produits, par exemple, mutualisés. On peut aussi avoir recours à l'allongement de la durée de vie, donc avec le réemploi et la réparation. Et enfin, le recyclage qui reste, donc, comme on l'évoquait, un pilier intéressant en matière d'économie circulaire. Donc, ces différents piliers sont proposés par l'ADEME, mais aujourd'hui, on va se concentrer plus spécifiquement sur l'éco-conception et l'économie de la fonctionnalité, qui sont deux leviers au service des entreprises. Donc, je vous propose de commencer avec l'éco-conception, qui est vraiment un levier pour produire différemment, aussi bien ces produits, ces biens, que des services également. Donc, une petite définition pour commencer, qui s'appuie donc sur la norme ISO 14006, qui est la norme de l'éco-conception, et qui définit l'éco-conception comme étant une approche méthodologique qui prend en considération les aspects environnementaux du process de conception et développement dans le but de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie. Donc, la logique de l'éco-conception, c'est vraiment de décomposer chaque étape du cycle de vie d'un produit ou d'un service et d'identifier à chaque étape quels sont les impacts environnementaux, donc aussi bien en matière d'émissions de gaz à effet de serre que d'impact sur les ressources, sur la biodiversité par exemple, et d'essayer de réduire ces impacts à chaque étape. Ça présente beaucoup de bénéfices pour les entreprises de mettre en place une démarche d'éco-conception.
La première, c'est que si vous souhaitez engager votre entreprise dans une démarche de transition écologique, l'éco-conception reste le levier le plus impactant puisque ça va être le cœur de votre activité. Là, on va vraiment essayer de réduire les impacts de ceux pour lesquels les collaborateurs travaillent au quotidien. Par ailleurs, c'est aussi un levier qui peut permettre de réduire les coûts de la production, puisqu'on va travailler par exemple sur la réduction de la quantité de matière première qui va être utilisée ou la réduction du poids du produit qui est industrialisé. Donc, là aussi, des bénéfices économiques. Et enfin, l'éco-conception est vraiment une brique essentielle pour transformer son business model, puisqu'en fait, en éco-concevant votre produit, vous allez favoriser la possibilité de le réparer et donc, du coup, d'allonger la durée de vie et voire de faire en sorte que plusieurs utilisateurs puissent en bénéficier et ainsi mettre en place un modèle d'économie de la fonctionnalité dans lequel vous allez rester donc le propriétaire du produit. Mais donc, on reviendra sur cet aspect-là un petit peu après. Alors, quelles sont les raisons aujourd'hui qui peuvent pousser les entreprises à se lancer dans une démarche d'éco-conception? L'ADEME a pu faire une enquête à ce sujet-là. Et ce qui ressort notamment, c'est que et finalement, il y a un certain nombre de parties prenantes qui peuvent inciter les entreprises à mettre en place une démarche d'éco-conception et plus globalement d'amélioration de la performance environnementale. Et bien sûr, ce sont généralement les clients qui vont être la première partie prenante à influencer les décisions de l'entreprise. Pourquoi? Eh bien, notamment parce que les clients eux-mêmes sont de plus en plus enclins à réduire leur impact environnemental. Que ce soit les citoyens ou que ce soit les entreprises, il y a vraiment aujourd'hui une dynamique qui est en place et qui est en partie liée, en ce qui concerne les entreprises, aux aspects réglementaires. Comme vous le savez, les grands groupes sont de plus en plus soumis à des réglementations environnementales. Et donc, les entreprises de plus de 500 salariés doivent aujourd'hui produire non seulement un bilan carbone régulièrement, mais aussi un reporting sur leur démarche RSE. Dans ce cadre-là, ces entreprises sont vraiment amenées à réfléchir à leurs impacts, réduire leurs impacts et aussi réduire à la réduction d'impact liée à leur chaîne de valeur. C'est ce qui va générer une transition au sein des TPE-PME, puisque pour répondre aux donneurs d'ordre, on va être amené à réduire ces impacts environnementaux en passant notamment par l'éco-conception. Par ailleurs, on voit que les convictions personnelles du dirigeant sont quand même le premier facteur qui va engager l'entreprise dans une démarche d'éco-responsabilité et plus spécifiquement d'éco-conception. On le voit, hein, les entreprises qui avancent le plus vite en matière de transition écologique sont celles qui ont un dirigeant sensible et alerte sur les sujets d'éco-conception. Et on voit que le deuxième facteur, c'est vraiment l'anticipation des futures réglementations. Et pour rappel, dans le cadre du bilan carbone qui est obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés, ce qu'on appelle les émissions indirectes, et les émissions indirectes qui ont le plus d'impact, qui sont le plus stratégiques pour l'entreprise, doivent aujourd'hui être évaluées, d'où l'intérêt pour les donneurs d'ordre, comme je le disais, de mobiliser les TPE-PME à elles-mêmes éco-concevoir leurs produits pour pouvoir réduire les émissions indirectes des donneurs d'ordre. Voilà pour un petit focus sur le contexte. Alors maintenant, on va entrer un petit peu plus dans le concret. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place une démarche d'éco-conception? La première étape, ça va être donc d'identifier les impacts de son produit ou de son service. Donc pour ça, comme je l'ai évoqué, on va d'abord décomposer en fait chaque étape de son cycle de vie. D'une certaine manière, on va vraiment cartographier son process de production et toutes les parties prenantes qui entrent en considération, qui contribuent à ce processus de production. Donc à la fois, on va cartographier donc les matières premières qui sont utilisées, les parties prenantes qui sont impliquées, les différents types de transport, etc., toutes les matières premières. Donc une cartographie qui sera assez exhaustive, notamment pour identifier les postes de consommation d'énergie et les postes de consommation de matière. On va détailler chaque matière pour pouvoir ensuite voir s'il faut les réduire et s'il faut les modifier. Et donc, on va cartographier ces intervenants. On va vraiment chercher à tout mettre à plat pour identifier les impacts à chaque étape. Une fois qu'on a fait ça et qu'on sait d'où proviennent les principaux impacts, on va essayer de mettre en place pour commencer un projet pilote pour
commencer petit avant de pouvoir déployer à plus de produits au sein de l'entreprise. Donc, sur un projet qu'on aura ciblé comme étant soit facile à traiter, soit au contraire stratégique et par lequel on souhaite démarrer, on va donc identifier les leviers pour réduire les impacts. Les leviers peuvent être nombreux, que ce soit au niveau du transport, des matières premières qui vont être utilisées, que ce soit en termes de sous-traitance par exemple, ou d'énergie qui va être consommée pour faire fonctionner les usines par exemple. Donc, on va vraiment chercher à identifier les leviers principaux pour ensuite mettre en œuvre les actions. Bien souvent, c'est des actions qui vont être mises en place à l'aide de partenaires, que ce soit des fournisseurs ou potentiellement de nouveaux partenaires, et donc mesurer les résultats, notamment en termes d'impact environnemental, par exemple avec un critère lié aux émissions de gaz à effet de serre. On peut aussi s'appuyer sur un référentiel pour éco-concevoir donc son produit ou son service. Et ces référentiels, et de manière générale, l'éco-conception ne s'applique pas que aux produits ou aux services, on va dire, les plus courants, mais aussi au numérique. Et donc, vous avez ici un exemple de référentiel qui peut aider les entreprises à éco-concevoir leurs services numériques et qui est un référentiel qui est en fait à disposition de tous et qui a été conçu par l'État. Donc, pour vous aider à éco-concevoir votre produit, vous pouvez utiliser finalement des référentiels qui existent déjà. Une fois qu'on a mis en place cette démarche d'éco-conception, l'étape finale, un peu l'aboutissement de tout ce travail, ça peut être de se faire labelliser. Comme vous le voyez ici, il y a vraiment un certain nombre de labels qui existent et qui peuvent donc vous permettre de valoriser finalement votre démarche et de le faire connaître auprès des consommateurs, puisque ça, c'est aussi un levier qui va être assez important, de pouvoir informer aussi bien donc, les consommateurs que éventuellement vos clients en B2B, des bénéfices que propose votre produit. Donc la démarche de marketing est quand même assez importante là-dessus. Donc il y a un certain nombre voilà, de labels qui existent. Vous pouvez aussi vous engager dans une démarche de certification avec par exemple NF Environnement. Un petit exemple maintenant d'entreprise justement qui a mis en place une démarche d'éco-conception qui s'appelle Keep It et qui produit donc des bouilloires. Keep It a été créé en 2020. C'est une entreprise donc, qui fabrique des bouilloires made in France qui sont réparables et évolutives qui sont en fait multifonctions puisque vous pouvez aussi faire cuire du riz par exemple, des pâtes ou réchauffer un biberon à l'aide de ces bouilloires. Ce qui est particulièrement intéressant, donc au-delà du fait qu'elle soit produite en France, c'est que les informations sur la conception de ce produit sont en open source, donc, ce qui fait que tout le monde peut voilà, éventuellement produire les pièces détachées pour pouvoir faire évoluer le produit ou le réparer si besoin. Euh, donc c'est voilà, un produit qui a été éco-conçu, qui est donc réparable, démontable et dont le nombre de pièces est relativement limité pour pouvoir justement le réparer plus facilement, autant que possible en ayant recours à des réparateurs qui soient locaux notamment. Le deuxième exemple qu'on va avoir ici, c'est l'entreprise Edafim qui produit donc des fontaines à eau à Livron-sur-Drôme, et donc qui conçoit et fabrique ces fontaines. Donc l'entreprise est vraiment engagée en matière de transition écologique et donc a travaillé donc, notamment avec Écosystème, un des deux éco-organismes qui travaillent sur les déchets électriques et électroniques, pour justement aller plus loin en matière d'éco-conception de ces produits et qui aujourd'hui a pu relocaliser l'injection de pièces plastiques en France et utilise notamment du plastique recyclé. Donc d'une certaine manière, arrive à sécuriser justement une partie de ses approvisionnements en ayant recours à des filières françaises de plastique recyclé. Donc, Edafim compte une quarantaine de personnes. Donc, vous voyez que même une entreprise qui n'est pas très grande peut tout à fait travailler sur sa démarche d'éco-conception. Et donc, effectivement, les éco-organismes sont vraiment des partenaires qui sont clés dans la démarche d'éco-conception puisqu'ils peuvent justement vous aiguiller en la matière.
Voilà pour l'éco-conception. Je vous propose maintenant de passer à l'économie de la fonctionnalité qui va potentiellement être un levier finalement supplémentaire une fois qu'on a éco-conçu son produit pour maintenant transformer son business model et transformer la création de valeur de l'entreprise. Alors, l'économie de la fonctionnalité, ça consiste à remplacer la notion de vente d'un bien par celle de l'usage d'un bien. Ce qui entraîne donc effectivement le découplage entre la valeur ajoutée et la consommation d'énergie et de matières premières. C'est-à-dire ici que en fait, l'industriel qui va produire un bien va rester propriétaire. Ce qu'il va vendre, c'est l'usage de ce bien. Et donc, d'une certaine manière, donc d'une part, l'industriel va extraire moins de matières premières, va réduire finalement euh, le volume de production. Mais par contre, comme il va rester propriétaire du bien, l'industriel va avoir tout intérêt à produire des produits, des biens qui donc soient durables le plus possible, soient réparables, puisque c'est lui qui va devoir s'occuper de l'entretien de ces biens et donc proposer un certain nombre de services à ses clients pour venir compléter finalement son offre auprès de ses clients. Donc c'est vraiment un levier, l'économie de la fonctionnalité, pour réduire l'extraction de matières premières et l'impact environnemental de l'entreprise de manière plus générale. Comme je le disais, en fait, l'entreprise va finalement réduire son volume de production, puisqu'il va y avoir moins de produits en circulation. Mais par contre, on va avoir tendance du coup à produire des produits qui sont plus durables. L'entreprise va pouvoir également donc, enrichir les relations avec ses clients, puisque au-delà du fait de vendre un service, la relation avec le client va se trouver vraiment plus qualitative, puisqu'en fait, elle va s'étaler dans le temps. Avec un modèle d'économie de la fonctionnalité, on va finalement mettre en place un contrat sur plusieurs années avec un client, tandis que si on avait vendu un bien, voilà, une fois que le bien est vendu, on n'a plus nécessairement de contact avec ses clients. Et enfin, ça peut aussi être un vrai levier pour mobiliser ces équipes autour d'un projet de transformation. Et donc là aussi, de poursuivre cette dynamique autour de l'innovation, de la coopération à la fois en interne et avec d'autres parties prenantes éventuellement. Donc ça peut vraiment être un projet mobilisateur et qui va incarner aussi d'une certaine manière la volonté de transition écologique de l'entreprise. Alors, là encore, comment mettre en place un modèle d'économie de la fonctionnalité? Il y a différentes étapes qu'on va pouvoir suivre pour mettre en place ce modèle. Donc, le premier, ça va être l'étude de marché, qui est finalement voilà, toute première étape pour un projet stratégique pour une entreprise et qu'on va orienter ici notamment sur les aspects environnementaux. Ensuite, on va travailler sur l'évaluation du capital immatériel de l'entreprise. Un modèle d'économie de la fonctionnalité s'appuie sur le savoir-faire et les connaissances qui existent en interne. C'est vraiment l'intérêt de ce modèle, c'est de revaloriser le savoir-faire des équipes et justement de s'appuyer sur ce savoir-faire pour vendre plus de qualité, on va dire, et vendre une valeur ajoutée supplémentaire à ses clients en s'appuyant donc sur toutes ces connaissances qui vont lui être utiles. Une troisième étape, ce sera d'identifier le produit ou le service qui est le plus propice au modèle d'économie de la fonctionnalité. Bien souvent, les entreprises ont forcément un portefeuille de produits ou de services. Donc, l'objectif dans cette démarche qui sera encore prospective, ce sera justement de cibler quel est le produit qui présente le plus d'opportunités, qui est le mieux adapté à un modèle d'économie de la fonctionnalité. Donc, on reviendra sur cet aspect-là. Une fois qu'on a ciblé donc, le produit le plus pertinent, on va ensuite concevoir l'offre en économie de la fonctionnalité et donc définir le business model qui sera à mettre en place. Une fois qu'on a vraiment cadré son business model, c'est le modèle économique et le modèle de financement qu'il va falloir mettre en place. Là, c'est une étape qui est qui est bien entendu stratégique pour une entreprise et qui va généralement nécessiter de s'associer avec un acteur tiers qui va prendre le relais sur l'aspect économique justement de ce modèle d'économie de la fonctionnalité, puisqu'on ne va pas vendre directement un produit, mais qu'on va étaler dans le temps le financement du projet.
Et enfin, on va pouvoir lancer le prototypage, donc notamment en termes de marketing, de communication et de déploiement, et donc de travailler avec les premiers partenaires et les premiers clients. Donc, pour rentrer un petit peu dans le détail de certaines de ces étapes, comme on le disait, la première étape va finalement consister à prendre du recul et de revenir sur des aspects vraiment stratégiques de l'entreprise. On va finalement voilà, reprendre un petit peu de recul pour identifier donc, quel est son marché, quels sont les concurrents, quel est le contexte dans lequel on s'inscrit, donc au travers d'une analyse PESTEL par exemple, pour bien savoir aujourd'hui dans quoi s'inscrit l'entreprise, quel est le contexte extérieur à l'entreprise. On va ensuite, donc, comme je le disais, prendre du recul sur les connaissances et ce qu'on appelle donc le capital immatériel de l'entreprise, le capital technologique, les valeurs de l'entreprise, le capital relationnel, quelles sont aujourd'hui les relations qu'on peut avoir avec des fournisseurs, avec des clients, et quelles sont justement ces relations qui sont les plus stratégiques pour l'entreprise. Le capital humain et organisationnel. Comme je le disais, l'idée, c'est vraiment de dire aujourd'hui, les salariés ont finalement énormément de connaissances qui sont à exploiter davantage au travers de ce modèle. On va avoir un capital qui est lié à la marque et aussi au système d'information. Donc, on va pouvoir cartographier tous ces aspects-là, prendre du recul pour voir ce qui est vraiment spécifique à l'entreprise, ce qui la différencie sur son marché, qu'est-ce qui fait que voilà, qu'elle propose des produits et des services qui sont uniques par rapport aux autres acteurs du marché. Donc, une fois qu'on a appris un petit peu ce recul-là, on va pouvoir donc synthétiser son analyse au travers d'un SWOT ou d'une analyse AFOM, comme on dit en français. Donc, pour vraiment identifier finalement quelles sont les forces et les faiblesses de l'entreprise et les opportunités euh, à l'échelle du marché pour pouvoir positionner une offre qui serait un petit peu différente de ce qui est proposé actuellement par l'entreprise. Une fois qu'on a pris ce recul sur le marché et les spécificités de l'entreprise elle-même, on va se concentrer plus spécifiquement sur ses produits et ses services pour cibler le plus pertinent pour un modèle d'économie de la fonctionnalité. Donc, on va justement explorer donc les opportunités, les spécificités de chaque produit du portefeuille de l'entreprise, quelles sont les caractéristiques, quelles sont les opportunités que le produit offre en termes d'évolution, par exemple, au regard donc, de l'analyse contextuelle qu'on a pu faire au préalable, et quels sont les risques et les difficultés auxquels on peut s'attendre, soit sur l'évolution du produit ou plus largement au niveau du contexte. Par exemple, si on sait que demain, on risque d'avoir des problématiques d'approvisionnement de certaines pièces détachées ou certains composants d'un produit, bon, ben voilà, ça amène vraiment à réfléchir sur l'avenir de ce produit-là et les opportunités de travailler donc sur un modèle d'économie de la fonctionnalité. On va ensuite cartographier les spécificités de chaque produit et là, on voit vraiment qu'on entre sur des aspects qui sont assez impactants pour choisir son produit et son modèle d'économie de la fonctionnalité. Donc, on va définir le type d'utilisation. Est-ce que le produit est utilisé de manière courante, occasionnelle ou rare? Le type de réseau. Est-ce que l'entreprise est directement en contact avec son client ou est-ce qu'il y a des intermédiaires éventuellement? Quel est le niveau de maintenabilité du produit? Est-ce qu'on peut facilement le réparer, l'entretenir et le maintenir dans le temps? Et quel est le niveau d'attachement du client? Est-ce que l'usager est très attaché du produit ou est-ce que, au contraire, l'attachement est plutôt faible? Est-ce qu'il existe déjà un marché de l'occasion? Est-ce qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs qui récupèrent et revendent les produits de l'entreprise? Et puis, quel est le niveau d'externalité, notamment d'externalité environnementale? Est-ce qu'il y a beaucoup d'impacts qui sont liés aux produits ou pas? Cette cartographie, elle est vraiment importante. Puisque par exemple, si le produit n'est pas pas facilement réparable, il va être moins attrayant, moins utile et pertinent pour un modèle d'économie de la fonctionnalité où l'entreprise va devoir justement pouvoir entretenir le produit dans le temps pour pouvoir voilà, limiter la quantité de production, limiter son impact environnemental et trouver un équilibre économique. Donc, une fois qu'on a choisi donc, le produit qui va être le plus pertinent
pour un modèle d'économie de la fonctionnalité, on va donc concevoir son offre. Et donc, vous retrouvez ici le business model Canva, outil classique pour concevoir une nouvelle offre pour l'entreprise, où on va vraiment justement cartographier un petit peu tous les aspects de la nouvelle offre. Et notamment, ce qui va être assez important, c'est la proposition de valeur qu'on souhaite offrir à nos clients. Qu'est-ce qu'on souhaite proposer en plus aujourd'hui, au-delà du produit lui-même? Puisqu'on va être dans ce modèle d'économie de la fonctionnalité, on va être amené à justement proposer plus de services à son client, que ce soit de l'entretien, de la maintenance, mais aussi potentiellement, ça peut être complété par du conseil, plus d'appui, de la formation éventuellement pour aider les usagers des produits en B2B à utiliser le produit qui va être proposé donc aux clients. Dans ce business model Canva qui est un petit peu adapté, on va aussi donc chercher à identifier quels sont les impacts environnementaux et sociaux de l'offre qui est proposée et aussi les bénéfices environnementaux et sociaux. Ça va permettre justement de se questionner vraiment sur tous les aspects et de s'assurer que le modèle en économie de la fonctionnalité va permettre de limiter les impacts environnementaux puisque c'est vraiment un des aspects, un des objectifs de cette démarche. Et puis donc, à chaque étape, on va essayer de justement intégrer cette démarche d'éco-responsabilité, donc travailler avec des partenaires éco-responsables, utiliser des canaux de distribution qui sont moins impactants, par exemple en réduisant les distances ou en ayant recours à des véhicules décarbonés, par exemple. Et donc, pour illustrer donc cette démarche d'économie de la fonctionnalité, quelques exemples. Le premier exemple, c'est celui d'Electrocalorique, donc, qui est une entreprise qui est donc basée dans le Puy-de-Dôme et dans l'Aube, qui compte 180 salariés et qui vend des chariots à essentiellement des établissements de santé, donc type clinique, EHPAD, des chariots qui permettent de maintenir, enfin, de réchauffer des repas ou au contraire de les maintenir frais. Donc, c'est des chariots qui embarquent quand même un certain nombre de technologies et qui donc sont vendus à plusieurs milliers d'euros et ont euh, déjà en eux-mêmes une valeur qui est assez élevée. Donc, un modèle d'économie, un produit intéressant pour l'économie de la fonctionnalité, puisqu'il n'y a pas d'attachement spécifique à ces produits-là. Il n'y a pas d'attachement affectif d'une certaine manière. À la fois, ce sont des biens à forte valeur ajoutée, donc qui coûtent cher, qui sont éco-conçus et donc qui sont tout à fait pertinents pour un modèle d'économie de la fonctionnalité où finalement on va pouvoir éviter aux clients de dépenser une forte, des montants assez élevés à l'achat, mais plutôt de les étaler dans le temps et où on va justement pouvoir être fort de proposition en termes d'entretien dans le temps de ces produits qui utilisent notamment de l'énergie. Donc, ce qu'il faut savoir aussi au sujet d'Electrocalorique, c'est que c'est déjà une entreprise qui était donc très investie dans l'innovation. 10% de l'effectif est dédié à la recherche et développement. Donc, il y a vraiment cette culture de l'innovation qui était déjà préexistante au sein de l'entreprise. Et donc, l'entreprise, il y a quelques années, s'est engagée dans un dispositif d'accompagnement autour de l'économie de la fonctionnalité pour justement investiguer ce nouveau modèle et s'est lancée, a mis en place une offre spécifique, donc une offre qui s'appelle Élise, de mise à disposition de chariots et de paiement à l'utilisation. Ce qui est intéressant ici, c'est que, en fait, à chaque fois que l'usager, enfin que le client finalement va allumer la fonction chauffe du chariot, eh bien, le service est facturé. Donc, on a vraiment une facturation à l'usage qui a pu être mis en place au travers de ce modèle. C'est vraiment très inspirant. Deuxième exemple, qui est là pour le coup un exemple en B2C, donc qui s'adresse vraiment aux habitants, et qui est donc les biens en commun. Les biens en commun, c'est une petite structure qui compte 8 salariés, qui est implantée à Lyon et qui a été créée en 2021.
et qui propose en fait aux habitants ou voilà, aux usagers de utiliser un produit juste pour une période déterminée et donc de louer le produit pour un usage ponctuel. Donc en fait, ils mettent à disposition des biens qui sont de l'électroménager qui peut servir à la maison, comme par exemple une perceuse ou une machine à raclette. Et ils proposent aussi des produits qui peuvent être utiles pour les entreprises, puisque certains de leurs casiers connectés sont implantés par exemple dans des incubateurs. Et donc à ce moment-là, ils vont proposer des produits qui sont adaptés, comme une plastifieuse par exemple ou un rétroprojecteur. Donc ça permet vraiment de s'adapter finalement euh, à la localisation de l'implantation de ces casiers. Et donc, pour les usagers, le fonctionnement est très simple. On va sur l'application ou le site internet des biens en commun, on réserve en ligne, on se rend au casier connecté, et puis donc on retire le produit qu'on souhaite utiliser et qu'on va ensuite rapporter quand on n'en aura plus besoin. Ce qui est intéressant donc, au niveau des biens en commun, c'est que du coup, l'entreprise s'occupe évidemment de l'entretien de ces produits que l'on trouve dans les casiers. Et donc, l'entreprise a mis en place un certain nombre de partenariats justement pour pouvoir venir mettre les produits dans les casiers. Donc, par exemple, avec Seb, avec Decathlon, Leroy Merlin ou encore Boulanger, qui vont du coup proposer les produits qu'on va trouver dans les casiers des biens en commun. Donc, c'est vraiment un levier finalement pour mutualiser les usages et s'assurer effectivement que les habitants peuvent avoir recours à des produits qu'ils n'utilisent que très peu dans l'année et qu'il n'ait pas besoin d'acheter un produit qui sera très peu utilisé. À ce sujet, vous savez peut-être qu'en moyenne, les ménages français ont chez eux une centaine de produits électriques et électroniques et pensent généralement n'en posséder qu'une trentaine. Donc on sous-estime généralement la quantité de produits électriques et électroniques qu'on a à la maison. Et surtout, en moyenne, d'après l'ADEME, on a à peu près 6 produits électroniques et électriques qui ne sont jamais utilisés par, euh, par les ménages. Donc, il y a vraiment un enjeu aussi là-dessus, justement, proposer ce type de service qui permet aux habitants d'utiliser de manière ponctuelle des biens et de ne pas avoir à les acheter. Voilà pour ces exemples. Alors, vers qui se tourner quand on souhaite avancer? Euh, Heureusement, il y a effectivement à disposition un certain nombre de partenaires, d'acteurs institutionnels qui peuvent vous aider à vous lancer et à pérenniser votre démarche. Donc, au niveau des ressources, il y en a un certain nombre. Vous pouvez vous tourner vers le pôle éco-conception, qui est un pôle de ressources techniques qui peut voilà, vous apporter un certain nombre de guides et de conseils sur ce sujet. L'ADEME, bien entendu, reste un centre de ressources très intéressant. Vous pouvez trouver beaucoup de guides et beaucoup de documentation sur les sites internet de l'ADEME, voire même des vidéos également. En Île-de-France, vous avez également Terre, Économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui sont aussi un réseau très intéressant, qui partage beaucoup de vidéos d'ailleurs, si vous allez sur leur site internet, et auquel vous pouvez adhérer pour justement bénéficier des retours d'expérience d'entreprises qui se sont déjà engagées dans l'économie de la fonctionnalité. En termes de ressources, vous trouvez aussi pas mal d'exemples et de retours d'expérience sur le site grandpariscirculaire.org, qui rassemble beaucoup d'articles et de témoignages. Et puis, la Chambre de commerce et d'industrie peut aussi, propose un certain nombre de guides sur le sujet. En ce qui concerne les accompagnements et les formations, la BPI propose un certain nombre de modules sur ces sujets-là et éventuellement même des accompagnements. Je pense notamment au DIAG Éco-conception qui est proposé par la BPI et qui permet donc de se lancer dans une démarche d'éco-conception avec un consultant expert en la matière. Et puis, la région Île-de-France finance et accompagne aussi les TPE et TPE-PME notamment au travers, sur ces différents sujets. Et enfin, l'ADEME, la région et un certain nombre d'organismes européens proposent des financements
que vous retrouverez donc à la fin de cette présentation qui vous sera transférée par mail et qui détaille du coup un certain nombre d'aides financières qui sont proposées par ces acteurs institutionnels. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation. On peut passer éventuellement aux questions-réponses si certains d'entre vous en ont posé dans le chat, par exemple. Mélissa, tout d'abord, un grand merci pour cette intervention très claire et très fournie. Petite précision aussi, c'est vrai qu'en termes de ressources, la direction du développement économique GPSO est aussi guichet facilitateur sur le territoire pour justement orienter et accompagner les entreprises qui le souhaitent vers tous ces dispositifs que tu as présentés dans le détail. Donc voilà, on vous laisse la parole pour les différents participants. Si vous avez des questions ou des demandes de précision par rapport à tous les sujets qui ont été abordés. Moi, je sais que j'ai eu quelques retours. Voilà, euh, voilà, par exemple, Mélissa, est-ce qu'il existe. Ah, pardon, on a déjà une question euh, par rapport à la cartographie des spécificités. Quels sont les critères indispensables, je pense, à remplir pour pouvoir justement euh, être accompagné ou engager ce type de démarche? Hmm. Alors, sur la cartographie des spécificités, je pense que vous aviez en tête la petite liste, effectivement, voilà, des caractéristiques des produits qui vont plus ou moins orienter l'économie de enfin, vers un modèle d'économie de la fonctionnalité. Et finalement, il n'y a pas vraiment de critères indispensables. On peut toujours essayer de trouver un modèle d'économie de la fonctionnalité. Ce qui est clair, c'est qu'il y a certains critères pour lesquels c'est plus facile, c'est-à-dire enfin, certaines caractéristiques pour lesquelles c'est plus facile. Si vous concevez un produit qui est à forte valeur ajoutée et qui du coup est vendu assez cher, mais parce qu'il est de qualité, c'est plus facile, entre guillemets, de mettre en place un modèle d'économie de la fonctionnalité, puisqu'en fait, c'est un produit qui va durer dans le temps plus facilement. Et parce qu'il va y avoir, en termes de réponse client, un vrai intérêt pour un modèle qui soit différent et qui leur permet d'éviter de sortir une grosse somme à l'achat de ce produit. Donc, plus le produit est vendu cher, d'une certaine manière, plus c'est intéressant pour le client qu'on lui propose un modèle en économie de la fonctionnalité. Merci Mélissa. On a une seconde question de la part de Monsieur Morisseau euh, qui nous demande, existe-t-il des exemples d'économie circulaire dans le secteur des services, avec notamment par exemple l'organisation d'événements, donc tout ce qui est secteur événementiel, et y a-t-il des bonnes pratiques à appliquer notamment? Mm. Alors oui, c'est une très bonne question. Quand on va parler, alors peut-être d'économie de la fonctionnalité dans les services, déjà c'est un premier point, déjà c'est possible. L'enjeu en fait à ce moment-là, ça va être vraiment de proposer un modèle économique qui soit différent à son client et de se recentrer sur une unité de facturation. Donc c'est là que ça peut être intéressant de mettre en place une économie de la fonctionnalité dans les services. Euh, et puis, donc, de manière plus générale, l'économie circulaire dans les services, c'est tout à fait possible. On peut revenir là-dessus sur les différents piliers de l'économie circulaire pour rendre la chose un peu plus claire. Finalement, on l'a vu, l'économie circulaire, elle se déploie de plein de manières différentes. Mais c'est vrai que pour les entreprises de services, le levier, enfin, un des principaux leviers, en tout cas, et celui sur lequel c'est plus facile d'agir, ça va être les achats responsables. Euh, une grosse partie des impacts des entreprises de services proviennent de ces achats. Donc, c'est vraiment un enjeu très important pour les entreprises de services de travailler sur ces achats responsables. Et typiquement, quand on parle d'organisation événementielle, là, il y a vraiment finalement toute une palette de produits sur lesquels on peut agir différemment et avoir même recours à des modèles d'économie de la fonctionnalité. Donc, on va pouvoir, par exemple, louer tout ce qui va être équipement de lumière, équipement de son, notamment. On peut aussi louer le mobilier qui va être utilisé pendant les événements. Et puis plus généralement, en termes d'achat responsable, avoir recours à un traiteur local, bio, éco-responsable, avoir recours aussi à des solutions de mobilité
qui permettent de décarboner les déplacements pour se rendre à cet événement. Donc, il y a effectivement plein de choses à faire en matière d'éco-conception, même lorsqu'on parle de services. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Pas pour le moment. Moi, j'avais une petite question. Alors, Mélissa, vous y avez répondu de manière assez complète, mais effectivement, il y a des accompagnements proposés justement pour aider les entreprises qui veulent engager ce type de démarche, qui l'ont peut-être pas encore fait, qui sont vraiment aux prémices de ce type de démarche. Est-ce qu'il y a aussi comment dire, des aides financières dédiées pour accompagner les entreprises dans ce type de démarche via des financeurs éventuellement publics ou voire privés? Est-ce qu'il y a aussi des financements spécifiques pour accompagner et aider les entreprises dans cette démarche-là? Oui, tout à fait. C'est finalement les éléments que vous allez retrouver donc à l'issue de cette présentation qui vous sera envoyée par mail. Mais oui, oui, des financements, il y en a un certain nombre, notamment de l'ADEME, qui va être un petit peu votre porte d'entrée sur le financement des projets de transition écologique et notamment les financements en matière d'éco-conception. L'ADEME finance effectivement les accompagnements en matière d'éco-conception et les investissements aussi qui permettent de décarboner et de réduire la consommation de ressources, notamment des acteurs industriels, par exemple. Merci. On a une autre question justement qui concerne. Alors, je vais essayer de bien la formuler parce que je n'ai pas bien saisi le sens. Des piliers économie circulaire plus intéressants si on est en B2B ou en B2S. B2S, est-ce que c'est pas B2C plutôt? Voilà, j'ai une interrogation sur le. Si c'est en B2S, alors voilà. Est-ce que la question, Mélissa, est claire pour vous? Oui, Parfait. oui, oui, Bon, c'est très intéressant. Alors, effectivement, donc, en ce qui concerne, par exemple, l'éco-conception, typiquement, ça va être intéressant aussi bien qu'on soit en B2B ou en B2C, parce qu'en fait, ça va vraiment dépendre de votre segment de marché. Si vous vous adressez à, évidemment, une clientèle enfin, de ménages, entre guillemets, qui sont assez sensibles aux impacts environnementaux, bien sûr, voilà, l'éco-conception est un levier tout à fait intéressant. Et de la même manière, si vous adressez à un donneur d'ordre qui va chercher à réduire l'impact de sa chaîne de valeur, l'éco-conception est aussi un levier tout à fait intéressant. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant sur ces deux aspects-là. De la même manière, mettre en place une démarche d'achat responsable, que l'on soit en B2C ou en B2B, bien sûr, c'est essentiel et c'est tout à fait valable dans les deux cas. Et en ce qui concerne l'économie de la fonctionnalité, je vous ai montré donc plusieurs exemples d'entreprises qui à la fois étaient en B2C et en B2B. Et ce qui peut être un petit peu plus complexe éventuellement en B2B, c'est que potentiellement l'usager final du produit va être un peu plus loin. Il risque d'y avoir des maillons intermédiaires. Je pense notamment, par exemple, à des industriels qui vont concevoir seulement une pièce comment dire, d'une chaîne de production, par exemple. Là, on peut imaginer que c'est un peu plus compliqué de mettre en place une démarche d'économie de la fonctionnalité, puisqu'il va y avoir encore d'autres parties prenantes, d'autres fournisseurs qui vont venir ensuite ajouter d'autres éléments avant que le produit final, entre guillemets, soit utilisé par le donneur d'ordre. Donc là, ça peut être un peu plus compliqué. Néanmoins, dans cette démarche-là, donc quand vous n'êtes pas directement en contact avec le client, on va dire l'usager final de la pièce finalisée. Ce qui peut du coup être intéressant, c'est de mettre en place une démarche de coopération avec les autres acteurs de la chaîne de production, de la chaîne de valeur, et donc de pouvoir créer cette coopération pour ensuite proposer une solution qui soit globale au client final. Donc on sera peut-être plus dans une démarche de coopération avec d'autres acteurs de la chaîne de valeur quand on est en B2B par rapport à une démarche en B2C où on va être potentiellement directement en contact avec le consommateur. je, je- je relançais mon micro. Merci Mélissa pour ces précisions. Écoutez, a priori sur le chat, on n'a pas d'autres questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions là qui interviennent dans les moments à venir,
Je pense que nous pouvons conclure ce webinaire qui était très clair et très riche en enseignements et en informations. Mélissa, nous vous adressons au nom de tous les participants un très grand merci pour cette présentation. J'espère que ça va permettre à tous les participants d'avoir des notions un petit peu plus poussées par rapport justement à l'économie circulaire et ses deux piliers, parmi d'autres, hein, il y en a sept, parmi justement l'éco-conception et l'économie de la fonctionnalité. Euh, pour tout besoin complémentaire, je rappelle que les équipes du développement économique GPSO sont à votre disposition via la boîte mail générique deveco@gpso.fr. Nous vous rappelons aussi que il y aura tout un suivi qui sera fait concernant ce webinaire avec un replay disponible, toutes les ressources et la présentation. Et nous vous donnons rendez-vous pour de prochaines animations économiques maintenant à partir de la rentrée de septembre. Euh, et puis, en attendant, on vous souhaite de passer un très bel été. Et puis, comme d'habitude, le DVECO est à votre disposition. Et encore une fois, un grand merci à Mélissa Poutrin du cabinet BL. Pardon, j'ai oublié le Belle nom. évolution. BL Evolution, autant pour moi. Merci beaucoup, Voilà, Grégory. un grand merci Mélissa à vous. Et puis, on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.